bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, depuis la dernière fois, j'ai fait quelques petits arrangements dans la bibliothèque. J'ai rajouté des petites guirlandes lumineuses, un petit peu feuillues pour rajouter un petit peu de végétation, et des petites toutes fines sur toutes les rangées. Là, je sais pas si vous voyez, c'est trop mignon. Ça fait plein de petites lumières, mais toutes discrètes. Et prenez pas peur avec ce make-up. Je viens de filmer une vidéo pour ma chaîne YouTube Make-up, du coup j'étais obligée de le rentabiliser parce que je l'aime trop et c'est rare que je mette de la couleur sur les yeux. Bon, on est encore dans le mois de janvier, on est encore au tout début de l'année, donc c'est pas trop tard pour que je vous fasse les 25 livres que je veux lire en 2025. Il y en a que j'ai déjà dans ma bibliothèque, mais il y en a surtout beaucoup que j'ai pas encore ou qui sont pas encore sortis mais qui devraient paraître en 2025. Donc j'ai fait un petit micmac de tout ça, j'ai trouvé le top de tous ceux qui me tentent trop. 25 livres c'est beaucoup quand même. Je sais pas si j'aurai le temps de tous les lire, mais c'est vraiment ceux qui me tentent le plus. Surtout que là en ce moment je suis en train de faire un ménage dans ma pile à lire. Je suis en train de lire toutes les reliques qui sont vieilles, que j'ai achetées d'occasion ou quoi, qui traînent depuis trop longtemps, pour repartir vraiment avec que de la nouveauté. Pas que. Mais j'en avais marre de les voir traîner et non lus. Bon, si jamais vous tombez sur cette vidéo par hasard, il faut savoir que ça fait à peu près 2 ans que j'ai vraiment repris la lecture. Je lisais quand j'étais plus jeune, mais j'ai totalement arrêté en rentrant au collège à peu près. Donc je suis passée à côté de pas mal de classiques que j'aimerais lire une fois dans ma vie. Donc il va y avoir des classiques, il va y avoir des nouveautés, des suites de sagas, il y a vraiment de tout. Je vais essayer de pas parler trop parce que je pense que cette vidéo va être très longue. J'espère que vous êtes confortablement installés, c'est parti avec le premier livre. Et on commence par un classique qui est dans ma bibliothèque en 2025. J'ai envie de lire Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé parce que je n'ai jamais lu les Harry Potter. Quand j'étais jeune du moins, j'ai vu tous les films, mais j'adore redécouvrir vraiment tout cet univers avec plein de petits détails que je ne connaissais pas du coup. Et surtout, je les lis en anglais. Cette édition, je la trouve trop belle, je les adore. Ils viennent de la collection Bloomsbury plutôt. Et une fois par an, j'aime lire un livre en anglais et en ce moment c'est les Harry Potter. Du coup, ça me prend un certain temps à lire. Je m'en sors plutôt bien. En général, les 2-3 premiers chapitres, j'ai besoin d'un traducteur pour certains mots, etc. Et une fois que mon cerveau s'est bien réhabitué à l'anglais, ça se lit tout seul. Là, en plus, c'est un classique. Je connais l'histoire, donc c'est un peu plus facile de lire du coup de l'anglais. Et j'adore, l'année dernière, j'ai lu Harry Potter et l'Ordre du Phénix. Donc cette année, on en est à Harry Potter et le Prince de Sang Mêlé. À voir si j'ai le temps de lire Harry Potter et les Reliques de la Mort. Mais la priorité, c'est vraiment le 6. Est-ce que j'ai besoin de vous faire un résumé d'Harry Potter? Je pense qu'on peut s'en passer, non? Et derrière, j'adore sur cette édition, il y a Drago Malfoy. Bon alors là il fait un peu la gueule hein. Mais je trouve vraiment qu'elles sont trop belles. Elles sont toutes brillantes et les dessins sont vraiment super cool. Là j'ai l'Ordre du Phénix du coup sous la main. Bon, exactement comme à Cotard, par contre le doré s'en va un petit peu, ça je suis un peu dégoûtée. Mais ils sont vraiment beaux dans cette édition je trouve. Ensuite 2 livres que je meurs d'envie de lire. Ils font partie de la même trilogie, c'est le tome 2 et le tome 3. J'aurais pu peut-être les mettre ensemble, mais en soi c'est 2 livres et c'est 2 livres que j'ai envie de lire en 2025 pour terminer cette saga. Donc ça compte comme la position 2 et 3. Il s'agit de la trilogie d'Eva Bad avec Le Royaume de Cuivre et L'Empire d'Or. J'ai lu le tome 1 et j'ai eu un véritable coup de cœur pour cette fantaisie orientale dans un univers avec des djinns, avec des pouvoirs magiques, avec des complots politiques, avec des quêtes de pouvoir. Il y a pas réellement de romance dedans, hein, donc c'est pas du tout une romantaisie, c'est de la fantaisie pure et simple. Alors que je me trompe pas, le tome 2 c'est Le Royaume de Cuivre et le tome 3, donc le dernier tome, c'est l'Empire d'Or. Mais surtout, en fait, la fin du tome 1, c'est impossible de rester dans cet état. En fait, j'adore ces sagas où l'auteur ne nous ménage pas. Il n'y a pas toujours une fin, bon bien sûr c'est pas la fin, hein, c'est une trilogie, mais il n'y a pas toujours un dénouement facile, la vie n'est pas toujours toute rose, il n'y a pas de gentil, il n'y a pas de méchant, il y a juste 2 points de vue différents avec des envies différentes et du coup des constructions au fil des générations différentes. Enfin vraiment cette saga je vais vous faire un léger résumé du tome 1. En gros c'est Nari qui vit au Caire, elle est assez pauvre et elle vit en fait un petit peu en escroquant les riches ottomans en leur faisant croire qu'elle a des pouvoirs magiques, qu'elle peut guérir ou qu'elle peut faire des exorcismes par exemple, et c'est en pratiquant un, chose qu'elle fait vraiment juste pour le spectacle hein. Elle ne sait vraiment pas si ça fonctionne, mais sans faire exprès au moment de cet exorcisme, elle va appeler un djinn. Et ce djinn, c'est Dara. Suite à ça, il va se passer plusieurs petites choses qui font que Dara et Nari vont être obligés de s'enfuir du Caire pour aller rejoindre une certaine cité plutôt mystérieuse qui a pour nom
d'Eva-Bad. Vous vous en doutez, le chemin va être semé d'embûches, on va apprendre pas mal de choses sur les djinns, sur ce monde vraiment caché des vivants. On va être confronté à d'autres créatures surnaturelles, on va être confronté à, je vous ai dit, des complots politiques, à des quêtes de pouvoir, à plein de choses. Je vais pas trop vous en dire non plus pour que vous découvriez vraiment vous-même. Je comprends pas pourquoi on n'en entend pas plus parler cette saga parce qu'elle est vraiment incroyable. Les personnages, je les adore. Pour le moment, il y a une belle construction et je suis sûre qu'on va aller encore plus en profondeur dans le tome 2 et 3. Et surtout, on a deux points de vue différents, ça j'aime beaucoup. Un peu de deux côtés différents du coup. Je peux pas vous parler du deuxième point de vue étant donné qu'il est pas du tout cité dans le résumé du tome 1, donc j'ai pas envie de vous spoiler. Mais si vous aimez la fantasy, les univers très complexes, hyper bien détaillés, tournez-vous vers cette saga. Bon, c'est des gros livres, hein, mais ça se lit tout seul. Les chapitres sont vachement longs, par contre j'avoue que ça me dérangeait un petit peu. Enfin souvent je me disais allez je lis un chapitre et après je vais faire autre chose, sauf que le chapitre durait un bon moment quoi. Donc des fois j'étais obligée de m'arrêter au milieu d'un chapitre. C'est pas forcément ce que je préfère mais bon, c'est franchement un petit détail. Hein. Ensuite le livre numéro 4, il est vraiment tombé pile au bon moment. Ça faisait un petit moment que je voulais trouver une bonne fantasy ou romantasy sur l'univers des pirates. Impossible d'en trouver. Je peux pas vous le montrer parce que je l'ai pas encore acheté. J'avais essayé La fille du roi pirate qui ne m'a pas plu. J'ai entendu parler de La carte des confins de Marie Réplin. En plus j'adore regarder ses vidéos donc ça m'a donné envie, mais en même temps il me semble qu'elle fait de la jeunesse surtout. Et moi j'aime l'univers un peu plus adulte quand même. Donc j'avais pas encore entendu parler d'une bonne fantaisie pirate jusqu'au moment où j'ai vu passer Le Roi déchu. Alors je vais essayer de vous retrouver le résumé. Je vous mettrai de toute façon la photo juste ici du livre. Depuis des années, Éric le roi balafré du royaume de l'éternité n'a qu'une seule obsession, se venger de l'homme qui a assassiné son père et le retient prisonnier. Jusqu'au jour où Livia, la fille de son ennemi, le libère involontairement. Ignorant tout de la rancune qui consume Éric et de la cruauté dont il est capable, la princesse devient malgré elle un pion de son plan machiavélique visant à reconquérir son royaume. Prêt à tout sacrifier et à écumer toutes les mers, rien ne semble pouvoir l'arrêter. Mais Livia n'est pas aussi facile à contrôler qu'il le pense. Au fil du temps, la pureté et la bonté de son cœur commencent à troubler Éric. Sa résolution se fissure à mesure que ses sentiments pour elle grandissent. Le souverain du royaume de l'éternité se retrouve face à un dilemme déchirant. Continuer sur la voie de la destruction ou céder à des sentiments qui pourraient anéantir tous ses rêves. Bon, c'est vrai que dans le résumé, à première vue, on dirait pas forcément que ça a quelque chose à voir avec les pirates, à part écumer les mers, mais j'ai entendu certaines revues et apparemment c'est vraiment tout un univers de pirates et j'ai trop envie de tester une fantasy dans ce style-là, enfin une romantasy du coup de ce que je comprends, et j'ai vu que des avis positifs passer dessus, apparemment elle est vraiment bien cotée, donc j'avoue que ce premier tome me tente beaucoup. On continue avec un livre qui n'est pas encore paru mais qui va paraître en 2025, apparemment il va être publié par les éditions de Saxus. Mais en fait je comprends pas trop parce qu'il a déjà été traduit une première fois en français, je parle de The Poppy War. On la voit passer de partout cette fantaisie. Elle a l'air incroyablement bien. Et je l'ai trouvée en français, c'est bien R.S. Kwong qui l'a écrit. Elle a été traduite sous le nom de La guerre de Pavot. D'ailleurs c'est bizarre parce que pour moi Poppy c'était un coquelicot, mais ils l'ont traduit en La guerre de Pavot. Sauf que il est plus disponible, donc je pense qu'il a été traduit une première fois, discontinué, et là il va être traduit dans une nouvelle édition, avec une nouvelle maison d'édition, je suppose, et apparemment De Saxus va donc la publier en 2025. C'est vrai que j'aime beaucoup lire en anglais, mais j'ai un rythme beaucoup plus lent et il me faut beaucoup plus de concentration, souvent je lis tard le soir, et en anglais c'est plus compliqué, donc je préfère toujours avoir les traductions en français quand même. Mais cette saga vraiment, elle me donne l'eau à la bouche, elle a l'air trop bien, j'espère que ce sera pour début 2025, j'ai pas encore vu la date passer. Si vous avez plus d'informations, n'hésitez pas à me le dire. Je vais vous lire pareil le résumé du coup que j'ai trouvé sur l'ancienne version qui n'est plus disponible alors. Les temps anciens, dans le sud de l'immense empire Nikara. La guerre avec Mugen, une petite île voisine fait rage depuis des siècles. La Virine, une jeune orpheline promise à un mariage arrangé par ses parents adoptifs. Prête à tout pour tenter à y échapper, elle se lance dans la préparation du concours Keju, qui ouvre les portes de l'académie militaire de Singard, chargée de former les futures élites de l'empire. C'est ainsi qu'elle va peu à peu s'éveiller aux pouvoirs chamaniques qui sont les siens et se révéler être un brillant atout pour son pays. Alors, lorsque la guerre larvée éclate à nouveau, sous les coups de boutoir de Mugen, Rin va rejoindre les rangs des sicars de l'impératrice. Donc on nous dit que c'est une dark fantasy, que c'est une fantasy militaire qui s'inspire du conflit sino-japonais. Et j'ai pas du tout l'habitude de lire ce genre de lecture avec des académies ou des choses comme ça. Et comme je vous disais du coup pour la trilogie d'Eva-Bad, c'est apparemment également une lecture où l'auteur ne protège pas du tout le lecteur. Et donc ça me donne trop envie. Ça a l'air d'être un univers vraiment très poussé avec encore une fois des revues que j'ai vu passer
Toute la psychologie des personnages a l'air d'être vraiment bien développée. On a l'air d'avoir un vrai world building. Donc j'ai trop hâte. Et j'espère que c'est pas un de ces livres hypés qui me décevra parce que j'ai beaucoup d'espoir dans cette lecture. Et si jamais du coup vous avez la date de sortie, je serai vraiment preneuse. Ensuite, le livre numéro 6 que j'ai trop envie de lire. Il y a pas longtemps, sur Amazon Prime, il y a la série Dune sur les Bene Gesserit qui est sortie. Et j'ai adoré, je crois que j'ai encore plus aimé que les films Dune. Et je me suis dit que tout ça, à la base, ça vient d'un livre que je n'ai jamais lu. Et on sait tous que les livres sont souvent beaucoup plus remplis, beaucoup plus complets qu'un film, parce que c'est impossible de contenir 800 pages dans 2 heures de film. Donc je sais que je suis pas sortie de l'auberge avec cette lecture, mais j'ai trop envie de lire Dune, toute la saga. Ça me tente trop parce que j'adore l'univers, j'adore les intrigues qu'il y a tout autour et le concept des Bene Gesserit, pardon, mais je suis fan. Donc pareil, je vais vous lire le résumé du tome 1 si jamais vous n'avez pas vu le film ou pas lu les livres, hein, bien sûr, et que vous ne savez pas de quoi ça parle. Il n'y a pas dans tout l'Empire de planète plus inhospitalière que Dune. Partout des sables à perte de vue, une seule richesse, l'épice de longue vie, née du désert et que tout l'univers convoite. Quand Leto Atreides reçoit Dune en fief, il flaire le piège. Il aura besoin des guerriers Fremen qui, réfugiés au fond du désert, se sont adaptés à une vie très dure en préservant leur liberté, leurs coutumes et leur foi. Il rêve du prophète qui proclamera la guerre sainte et changera le cours de l'histoire. Cependant, les révérendes mères du Bene Gesserit poursuivent leur programme millénaire de sélection génétique. Elles veulent créer un homme qui réunira tous les dons latents de l'espèce. Le Messie des Fremen est-il déjà né dans l'Empire? Bon alors, je suis pas forcément fan d'avoir vu les films avant de lire les livres, mais ce que je me dis c'est comment j'aurais la tête des personnages en tête du coup. Parce que c'est vrai que j'arrive toujours à rentrer dans ma lecture et à imaginer tout le décor qu'il y a dans l'univers, à voir exactement ce qui se passe, mais la tête des personnages sont toujours floues dans ma tête. C'est impossible de créer un visage, je sais pas. Est-ce que vous y arrivez, vous? Ou est-ce que vous prenez peut-être, je sais pas, la tête d'un acteur qui peut ressembler à la description du livre pour y coller? Moi, j'ai toujours genre tout l'univers hyper bien défini dans ma tête et 2 nuages à la place des visages. Là, au moins, le point positif, c'est que j'aurai les visages de Timothée Chalamet et de Zendaya en tête. Et surtout, je pense que vraiment le fait de lire les livres, on va beaucoup plus rentrer dans, encore une fois, toutes les pensées des personnages qui dans Dune sont peut-être un peu plus compliqués à faire transparaître à l'écran. Donc vraiment Dune, j'ai trop envie de me lancer dans cette lecture en 2025. Alors vous commencez peut-être un petit peu à le comprendre, moi j'aime beaucoup les lectures un peu compliquées qui du coup ne nous protègent pas et j'aime les histoires un petit peu glauques aussi ou les choses comme ça et je suis très intéressée du coup par les contes interdits, j'en ai lu un pour le moment, c'est Blanche-Neige, que j'ai bien aimé mais apparemment c'est pas du tout le meilleur et j'ai vu énormément de revues passer sur Peter Pan qui apparemment est le favori de pas mal de personnes, donc j'aimerais beaucoup le lire. J'adore voir comment il détourne une histoire d'enfant en une histoire un peu horrible, macabre et glauque. Surtout que pas mal de contes de base, hein, je pense à Cendrillon, Blanche-Neige, à plein de choses comme ça, sont tirés d'une histoire totalement horrible à la base qu'ils ont transformée en jolie petite histoire pour les enfants. Hein. N'est-ce pas Cendrillon qui s'est coupé les doigts de pied pour pouvoir rentrer dans ses chaussures? Alors l'histoire du conte interdit de Peter Pan, je vais vous lire le résumé encore une fois parce que je ne l'ai pas avec moi. Une vague de drogués se jetant du haut d'immeuble, croyant pouvoir voler. La disparition d'une jeune femme, Wendy Gauthier, et de ses 2 frères délinquants évadés de leur pénitencier pour mineurs. Une île perdue dans la forêt boréale, habitée par une communauté déjantée et leur leader sans âge, une baronne du crime nymphomane et amoureuse des bijoux en forme de clochette. Un enquêteur médisant, dépourvu de sa main droite, dévoré par un cannibale qui hante encore ses nuits. Oserez-vous plonger dans la réécriture la plus sombre et jamais imaginée du conte Peter Pan? On est d'accord, ça a l'air très glauque, très cru, très imagé, mais ça me tente. Est-ce que mon cerveau ne fonctionne pas correctement? Je sais pas, mais vu l'engouement des contes interdits, je ne suis pas la seule apparemment. Et l'histoire de Peter Pan, là, ça a l'air vraiment pas mal. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire si vous en avez lu, lesquels sont les meilleurs, parce qu'il y en a vraiment plein. Et je vous ai dit, pour le moment, moi j'ai lu que Blanche-Neige. Hein. On repasse sur de la fantasy. Je commence à avoir le hockey, ça va devenir compliqué. C'est encore une fois une trilogie, j'en ai beaucoup entendu parler il y a 2-3 ans.
Ça s'est arrêté pendant un moment et là ça revient de plus belle, j'arrête pas de le voir passer. Donc là je vais vous parler de La Cité de Jade qui est le tome 1 de la trilogie, je ne sais plus le nom, 1-1 de Jade. Donc c'est la trilogie Les Eaux d'Émeraude avec le tome 1 La Cité de Jade, le tome 2 La Guerre du Jade et le tome 3 L'Héritage du Jade. Moi je vais vous parler uniquement du tome 1 parce que j'ai pas encore commencé cette saga. Vous allez voir que j'ai beaucoup de sagas à commencer en cette année 2025 alors que j'en ai plein qui sont pas terminées dans ma bibliothèque. Mais bon, la famille est un devoir, la magie est un pouvoir, l'honneur est primordial. Bienvenue dans la fabuleuse ville de Janloon. Mais attention, derrière la beauté de la capitale de l'île de Kekon se cache une dangereuse réalité, celle d'une ville déchirée entre deux clans qui s'affrontent pour le contrôle de la Cité du Jade. Cette pierre précieuse et magique qu'on ne trouve que dans les mines de l'île permet au guerrier qui la porte d'amplifier ses capacités, faisant de lui une véritable arme de guerre. Aujourd'hui, alors que le chef du clan Sansim se retire du pouvoir laissant la direction à ses petits-enfants, leurs rivaux du clan de la montagne en profitent pour ravir des quartiers et s'accaparer le marché du jade. Lorsqu'une nouvelle drogue puissante se propage, permettant à quiconque, même aux étrangers, de manier le jade, la tension qui couvre entre les deux clans éclate avec une violence sans précédent. Entre jeux politiques, trahison, argent et pouvoir, l'issue de cette guerre déterminera le sort de tous les guerriers du Jade et de l'île elle-même. Alors je sais pas vous, mais ce résumé me donne des vibes de Black Panther avec le royaume du Wakanda et son vibranium. Est-ce que le Jade c'est pas un petit peu le même style ? Ça existe qu'à un endroit, ça peut permettre de donner des pouvoirs, une force ou je ne sais quoi. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une petite vibe dans ce style-là, mais ça me plaît beaucoup. Alors la première date de publication du tome 1, elle date de 2023, donc franchement elle a sorti les 3 tomes en 2 ans. La saga elle est sortie plutôt vite, hein. Mais bon, encore une fois, c'est vraiment un résumé qui me tente beaucoup. Alors par contre, je connais pas du tout les noms des protagonistes, du coup ils sont pas du tout dit dans le résumé, je sais pas qui est-ce qu'on va suivre, quel clan, les deux peut-être, je ne sais pas. Mais j'ai hâte d'en découvrir plus et encore une fois, en général les résumés peuvent me tenter oui ou non, mais c'est vraiment avec les avis des booktubeurs, booktubeuses, des booktalkers, booksockeuses, que vraiment je me forge un avis pour savoir si ce livre va me tenter ou pas. Je m'arrête jamais vraiment qu'à un résumé et je regarde toujours quelques vidéos avant. Et là honnêtement je crois que j'ai pas vu d'avis négatif dessus. Encore une fois, une petite fantaisie, on part sur Angélion. Alors je sais qu'il me tente trop ce livre, pareil je crois que c'est une trilogie, mais je me rappelle pas du tout de l'histoire, du résumé, de quoi ça parle. Il est là, je sais qu'il me donne trop envie, du coup je vais le relire avec vous parce que je me rappelle pas. Jadis, Angélion, l'astre sacré, illuminait le ciel lors de la levée. Aujourd'hui, la tombée de la nuit annonce l'avènement des damnés. Dans le chaos de ce monde enchaîné et torturé en proie d'un homme aussi cruel qu'immortel, un murmure prophétique parle d'enfants avec l'extraordinaire pouvoir de manipuler l'Angélion. Lilium est l'une d'entre eux. Alors c'est un livre en plus qui est classé 16 ans et plus, donc on n'est pas sur quelque chose de jeunesse encore une fois. Le titre me tente beaucoup. D'ailleurs, pour ceux qui ne le savent pas, mon prénom c'est pas du tout Angèle, c'est Emma. Et Angèle c'est une sorte de jeu de mots. Mais je crois que je vous l'avais encore jamais dit sur cette chaîne, donc enchantée, moi c'est Emma, pas Angèle. Encore une fois, c'est une lecture que j'avais quasiment jamais vue passer. Et là en ce moment je fais que de la voir. Alors est-ce que c'est parce qu'il y a le tome 3 qui vient de sortir peut-être, ou le tome 2 ou... Donc je pense qu'il y a eu une sortie récemment qui fait qu'on entend parler de cette saga. Parce que personnellement j'étais totalement passée à côté à sa sortie. Ensuite, là encore une fois, avec cette saga, je ne suis pas sortie de l'auberge, n'est-ce pas? J'ai envie de me lancer dans la Guilde des Ombres. On parle d'assassins, on parle de fantasy, avec un world building hyper complexe qui me tente trop. Sauf que déjà là, je vois qu'il y a 6 tomes. Donc encore une sacrée saga à entamer, n'est-ce pas? Mais apparemment, elle vaut vraiment le détour, donc... Je vais vous lire le résumé encore une fois, parce que je suis inondée de résumés et je sais plus qu'est-ce qui parle de quoi, mais je sais que tel ou tel livre me tente. Là j'ai fait des screens de tous les résumés avant de commencer cette vidéo, mais je les ai pas relus. Donc c'est pour ça que je sais plus exactement de quoi ça parle à chaque fois. Donc, la Guilde des Ombres règne sur les rues misérables de Clepsydre, alias la Cité des Vices. Ces assassins elfides sont les bras armés de la déesse de la mort depuis 5 siècles. Pour accomplir leur œuvre ténébreuse, ils se servent de leurs lames affûtées ainsi que de leurs dons surnaturels. En ce jour, la Guilde des Ombres accueille une nouvelle recrue dans les souterrains. Pour la première fois de l'histoire de Terre-Flamme, une enfant humaine est pressentie pour devenir une ombre. Si elle échoue à embrasser cette voie, la mort viendra réclamer son dû. On nous dit en plus que c'est une dark fantasy, que l'héroïne est rebelle et badass. Moi j'adore quand c'est pas une petite chose fragile qui se laisse faire et qui est naïve comme ses pieds. J'aime quand les femmes sont autonomes et savent se défendre elles-mêmes. Et là on est sur ce style de livre, donc ma foi ça doit être vraiment
très intéressant. Non mais là je suis en train de me rendre compte que j'ai mis quasiment que des livres que je n'ai pas encore achetés. Ça va me faire mal à mon budget. Le prochain livre, c'est le nouveau livre de Cassandre Lambert, c'est-à-dire Atalante. On parle de mythologie grecque. En plus, Cassandre Lambert, j'ai pas lu de ses livres, mais l'Empire des femmes me donne envie depuis très longtemps. J'ai pas passé le cap parce que j'ai trop de livres à lire. Mais j'ai entendu que du bien de sa plume et en plus, petit point bonus parce que je l'ai adoré dans Koh-Lanta. Donc j'avoue que j'ai vraiment envie de tester sa plume et le livre Atalante qui se déroule dans la Grèce antique ne pouvait que me plaire. Pareil, je vous lis le résumé. Dans une Grèce antique où l'héroïsme se conjugue au masculin, Atalante est une exception bénie des dieux. Nul ne peut rivaliser avec sa détermination, sa rapidité et sa grâce. Elle compte intégrer le clan des Amazones, ces guerrières intrépides qui ne plient devant personne, qu'importe de devoir réussir là où tous ont échoué. L'archère aux 1000 talents a pourtant une faiblesse, Asclépios. L'agaçant fils d'Apollon est la seule personne sur qui elle peut compter. Mais les oracles l'ont mise en garde. Elle ne doit jamais tomber amoureuse ou ses sentiments signeront sa perte. Si pour atteindre son objectif, elle doit se battre jusqu'à la mort, c'est la mort qui cédera. Donc c'est vraiment une réécriture d'un vrai mythe de mythologie grecque. Atalante, c'est une héroïne qui a existé dans la mythologie grecque. Personnellement, je connais pas du tout son histoire. Je pense pas que ce soit un personnage très connu du coup, mais j'ai vraiment hâte de découvrir tout ça. Moi, tout ce qui touche à la mythologie grecque, franchement, j'ai pas besoin d'en savoir plus pour être tentée. Je sais pas ce que j'ai avec la mythologie grecque, mais déjà depuis que je suis petite, je me rappelle que ma mère avait des livres dessus et je passais mon temps à en lire et relire un à chaque fois. C'était toujours la même chose, mais j'aimais trop le lire. C'est un tome 1, si je me trompe pas, ça va être une duologie. Donc ça va, s'il y a que 2 tomes, je peux me permettre d'entamer cette duologie qui me donne très envie. On continue toujours avec de la fantasy. The Hurricane Wars me donne énormément envie. Alors pour le moment il n'y a qu'un livre qui est sorti en français, je sais qu'il y en a déjà 2 en anglais. Est-ce que ça va être plus ou est-ce que c'est une duologie? Je ne sais pas. En tout cas déjà je trouve que la couverture elle est plutôt sympa. Et j'aime beaucoup la petite phrase sur la couverture. Quand s'affrontent l'ombre et la lumière, ils sont leur dernier espoir. C'est pas mal. La lecture est à partir de 12 ans donc ça doit être du jeunesse. Et il est publié aux éditions Calix. Donc pour le résumé. Talazine n'a connu que les guerres du Typhon. Orpheline, elle utilise le pouvoir de la lumière pour se battre contre l'Empire de la Nuit. Alaric n'a connu que les ténèbres, fils de l'empereur et arme la plus mortelle des ombres. Il use de sa terrifiante magie pour écraser la rébellion. C'est alors qu'ils se croisent sur le champ de bataille. Leur affrontement est inéluctable, mais une menace plus importante se profile. Sauront-ils faire alliance pour la vaincre? Ou se détruiront-ils l'un l'autre avant? Je pense qu'on est sur une sorte d'Enemies to Lovers, de Roméo et Juliette, un peu dans un univers de fantasy, où ils sont dans 2 clans opposés, mais je suppose que des sentiments vont arriver, et ça va je pense être très intéressant avec une petite romance sous fond de guerre. Moi j'adore. Alors dans tous les livres que je suis en train de vous lister, si jamais il y en a que vous avez déjà lu, est-ce que vous pouvez me donner votre avis en commentaire, savoir si ça vaut vraiment le coup? Parce que 25 livres ça fait beaucoup, donc s'il y en a qui valent plus le coup que d'autres, peut-être que je vais en privilégier certains quand même. On continue avec un livre qui n'est pas du tout de la fantasy ou de la romantasy cette fois, pour changer un petit peu. J'aimerais essayer de lire La femme de ménage. On en a entendu parler à toutes les sauces sur toutes les plateformes depuis quelques mois, mais j'avoue que les avis sont plutôt contradictoires. Soit on adore, soit on déteste. Moi j'adore ce style de lecture. J'ai l'impression que ça va un peu dans le même style que Verity de Colleen Hoover par exemple. J'adore ce genre de livre où on cherche des réponses pendant tout le long de la lecture jusqu'au dénouement final où tous les éléments s'imbriquent et on comprend tout. Et j'ai l'impression que c'est un livre comme ça, avec pas mal de suspense, pas mal de questionnements et un petit peu de stress aussi. Alors j'espère qu'il va être à la hauteur de mes espérances parce que vu tout ce que j'ai vu dessus, un coup on nous dit qu'il est génial, que c'est un retournement de situation incroyable et un coup j'entends que bah bof quoi, on avait vu venir les choses et c'est pas si ouf que ça. Donc pareil au niveau du résumé, chaque jour Millie fait le ménage dans la belle maison des Winchester. Mais c'est pas sa Médine, hein. Dommage. Une riche famille new-yorkaise. Elle récupère aussi leur fille à l'école et prépare les repas avant d'aller se coucher dans sa chambre au grenier. Pour la jeune femme, ce nouveau travail est une chance inespérée, l'occasion de repartir de zéro. Mais sous des dehors respectables, sa patronne se montre de plus en plus instable et toxique. Et puis il y a aussi cette rumeur dérangeante qui court dans le quartier. Madame Winchester aurait tenté de noyer sa fille il y a quelques années. Heureusement, le gentil et séduisant Monsieur Winchester est là pour rendre la situation supportable. Mais le danger se tapit parfois sous des apparences trompeuses. Et lorsque Millie découvre que la porte de sa chambre mansardée ne ferme que de l'extérieur, il est peut-être déjà trop tard.
Je pense que vous voyez pourquoi ça me fait penser à Verity de Colleen Hoover si jamais vous l'avez lu. Et j'espère vraiment que c'est dans le même style. Donc écoutez, ma foi, c'est un livre qui me tente vraiment beaucoup et j'espère qu'il sera à la hauteur de mes espérances. Allez, là on part sur un classique de chez Classique que j'ai loupé pendant mon adolescence. Durant la période où je ne lisais plus, j'ai envie de me lire les Hunger Games. Surtout parce qu'il y a la balade du 1-1 et de l'oiseau chanteur, je ne sais plus. La balade du serpent et de l'oiseau chanteur et celui qui va sortir, là je sais plus le titre, avec l'histoire d'Haymitch qui a participé aux Hunger Games je ne sais plus combien de temps avant Katniss. En fait j'ai envie de lire la saga de base pour pouvoir surtout lire les préquels. J'ai adoré le film La balade du serpent et de l'oiseau chanteur, même si les titres sont super durs à retenir. Et j'ai trop envie de lire ce livre. Mais je me dis, autant commencer par le début. Vraiment, j'ai cru que j'avais 5 années en une cette fois. Parce que j'ai tellement de sagas à lire. Quand je vous présente le tome 1, c'est que j'ai envie de continuer le reste de la saga, bien sûr. Donc je suis vraiment pas sortie de l'auberge cette année. Bon, Hunger Games, est-ce que j'ai vraiment besoin de vous faire un résumé? On va suivre Katniss qui se retrouve dans les fameux Hunger Games. C'est une compétition qui regroupe 24 candidats si je me trompe pas, 12 garçons, 12 filles de chaque district différent. Et le but va être d'en ressortir vivant parce qu'il peut y avoir qu'un seul vainqueur et 23 morts du coup. Tout ça pendant que l'émission est retranscrite à la télé devant tout le Capitole, qui prennent ça vraiment comme un programme de divertissement, comme une télé-réalité en gros. Donc j'ai adoré les films, je pense comme énormément de monde, et j'ai hâte de découvrir vraiment tout ce qu'on n'a pas vu dans les films, dans les livres. Et surtout c'est vraiment un classique que j'ai envie de lire. On reste sur un classique que j'ai raté pendant mon adolescence. Encore une fois, j'ai vu le film numéro 1, mais il a pas forcément très bien marché, donc il n'y a jamais eu de suite. Je vous parle d'Eragon. J'ai lu le tome 1 cette année et j'aimerais du coup me faire toute la saga pour connaître la suite quand même de ces aventures entre Eragon et Saphira. Il y a des dragons et il y a une relation très privilégiée entre le dragon et le dragonnier et ça j'adore. Donc, en plus de ça, c'est un classique, donc j'ai bien envie de lire le tome 2, c'est l'aîné, et de continuer bien sûr cette saga qui a bercé l'enfance d'énormément de personnes, mais pas la mienne. Alors j'ai envie qu'elle berce ma vie de jeune adulte, même si j'ai lu le tome 1 et c'est vrai que c'est un petit peu enfantin au niveau de la lecture. J'ai beaucoup aimé et surtout je suis un petit peu nostalgique de cette époque où on avait le film que j'avais trop aimé. Donc ça passe quand même bien. Et encore une fois, c'est un classique que j'ai envie de lire. Mon dieu, je viens de vous présenter le tome 15, il nous reste encore 10 livres à vous présenter et je pense que cette vidéo va durer une éternité. Pourtant, j'essaye d'être assez rapide dans mes descriptions de chaque livre. Au début de cette vidéo, je vous ai parlé de Marie Réplin, c'est Muffins and Books si je me trompe pas sur YouTube, j'adore ces vidéos. D'ailleurs, elle lit à une vitesse folle, mais je suis tellement admirative de ses updates lecture, je sais pas comment elle fait. Mais j'aime beaucoup écouter ses recommandations. Elle a donc sorti La Carte des Confins qui est sur tout un univers pirate que je suis un peu passée à côté et là elle va sortir une nouvelle saga qui s'appelle Affronter la nuit et j'ai adoré le résumé, ça me tente vraiment beaucoup. La déesse l'appelle, son destin l'attend. Dans un monde où le soleil ne se couche qu'une fois par an, la déesse Auria use d'un rayon magique pour révéler les rares élus à qui elle insuffle son pouvoir. Ils forment la Légion et développent des dons puissants qu'ils apprennent à maîtriser au sein de l'Académie. Ils ont pour mission de défendre le pays contre les dragons. Si être touché par la déesse représente un grand honneur, cela expose à de grands dangers. Lorsque Liv Aubrey est destinée par Auria, elle rejoint l'Académie. Entraînement physique intense, leçons périlleuses, sans compter l'étrange attirance qu'elle ressent pour Rylan Alsol. Vraiment, les noms dans les fantaisies, c'est toujours une horreur à prononcer. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi. Le capitaine est formateur des nouveaux arrivants. Liv a beaucoup de choses à assimiler si elle espère survivre. Tout se complique quand elle commence à remettre en question l'enseignement reçu et la mission même. Donc là, on est dans un univers où les dragons sont méchants. J'avoue que j'ai un peu de mal parce que moi les dragons ce sont mes amis, je les adore. Après ça dépend quel style de dragon c'est. Et vu qu'apparemment elle va remettre en mission un petit peu sa mission elle-même, j'ai espoir que les dragons soient pas si méchants que ça. Je sais pas, je suis peut-être totalement à côté de la plaque. Mais j'ai un petit espoir quand même. J'aime beaucoup ce style de lecture où c'est des dieux et déesses qui vont donner des pouvoirs à certains élus. Ça me fait penser à Un destin ancré dans le sang de Daniel L. Johnson, c'est un petit peu le même principe à ce niveau-là.
Franchement ça a l'air vraiment pas mal. Encore une fois c'est une romantaisie, je pense que c'est un livre assez jeunesse parce qu'elle a l'habitude d'écrire ça, mais je pense pas que ça va me déranger. Et j'ai surtout vraiment très envie de découvrir sa plume étant donné que j'adore écouter ses avis lecture, voir ce qu'elle lit et je prends vraiment son avis au sérieux. Je pense que sa plume devrait me plaire aussi du coup. Je me devais de vous mettre un livre qui sort le 30 janvier dans ma wishlist, c'est ma saga préférée, je pense qu'il n'y a pas une vidéo où je ne vous en parle pas. C'est Le sang et la cendre et le tome numéro 5 sort donc le 30 janvier 2025, c'est... En plus j'adore parce que ça reprend le titre du premier livre. Je sais pas, est-ce que ça veut dire que c'est le dernier? Une âme de cendre et de sang. Bon, je suis en train de vérifier. On a encore un tome 6 qui paraîtra ensuite. Je ne sais pas quand en français, hein, parce que les traductions mettent du temps, mais c'est toujours des énormes livres. Je ne peux pas vous faire le résumé du tome 5 bien évidemment pour les personnes qui n'ont pas lu cette saga, mais sachez que tous les ans j'attends avec impatience la sortie du nouveau tome. Il en sort à peu près un par an dans la première saga et un par an dans la saga préquelle, qui est Une ombre dans la braise, où on va suivre d'autres personnages mais dans le même univers. Ce qui nous fait à peu près 2 livres par an dans ce même univers. C'est vraiment mon préféré. Je l'aime trop et j'ai commencé à reprendre la lecture avec Le sang et la cendre, c'est pour ça que je l'aime autant je pense. Donc dans Le sang et la cendre, on va suivre Poppy qui est l'élu, qui est la pucelle du royaume. Elle vit vraiment recluse de tout le monde, cachée dans le château. Personne n'a le droit de lui parler, personne n'a le droit de voir son visage, personne n'a le droit de la regarder. Elle n'a aucune interaction avec personne jusqu'au jour de son ascension. Et comme elle a perdu ses parents quand elle était très jeune, on l'a éduquée en lui faisant croire que c'était vraiment sa destinée. Elle était l'élue, elle devait attendre son ascension sans même réellement savoir ce qu'était l'ascension. Et comme c'est quelqu'un de très important, elle a bien évidemment une garde très protégée, sauf que un jour, il va y avoir un nouveau garde qui va arriver, Hawke, et ce garde va donc commencer à remettre en question toutes les croyances de Poppy, enfin Pénélope, son vrai nom. Est-ce qu'elle est vraiment l'élue? Est-ce que c'est vraiment la bonne chose à faire? Etc. Et en parallèle, on a un ancien royaume déchu qui essaye petit à petit de reprendre son pouvoir par la force. Donc, dans cette saga, c'est une romantaisie bien sûr. On a de la romance, on a un world building incroyable, on a des complots politiques, on a tout un univers un petit peu autour des dieux et déesses, on a des créatures surnaturelles, on a tout. Des paysages incroyables, plein d'endroits différents à découvrir. Et je l'aime cette saga et j'attends tellement à chaque fois les sorties. Donc celui-là c'est sûr et certain que dès qu'il sort, je le lis. Quitte à arrêter ma lecture en cours. Non j'abuse mais vraiment, qu'est-ce que j'aime cette saga. Et c'est des tomes qui font quasiment à chaque fois 600, 700, 800 pages. Mais je les lis, en fait j'ai l'impression que je mets ma vie entre parenthèses le temps de cette lecture. Et je ne passe mon temps qu'à ça pendant 3-4 jours. Grand max, parce que j'aime trop. Pour le livre numéro 18, je l'ai enfin dans ma pile à lire. Déjà présente. J'ai envie de lire un livre qui est assez ancien, si je me trompe pas, que j'avais trouvé d'occasion, c'est Iskari. Je vous ai dit que moi les dragons étaient mes amis, que je les adore. Mais là le premier tome s'appelle Asha, tueuse de dragons. Donc je pense que dans cette saga les dragons sont pas très gentils. Je sais pas du tout de quand elle date, mais déjà au style de couverture etc. Je pense que c'est vraiment assez ancien et je pense que ça doit être une lecture jeunesse, je suis pas certaine. Mais attendez, j'ai remarqué un truc, je l'ai acheté à Easy Cash. C'est marqué épreuve et derrière c'est marqué traduit de l'anglais, roman ado offert par Gallimard Jeunesse ne peut être vendu. Ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui s'est amusé à aller le vendre alors qu'il en avait pas le droit. Ça veut dire que ça c'est un livre qui a été reçu gratuitement par quelqu'un. Ça se fait archi pas. Non mais je l'avais pas du tout remarqué. En fait c'est vraiment la première ébauche de la traduction du coup. Ça vient donc des éditions Gallimard Jeunesse. J'avais pas du tout vu, c'est écrit juste ici. Vous voyez je l'ai payé 5,90. 5,50 même. Mais c'est marqué ne peut être vendu, par contre Easy Cash ils l'ont racheté sans problème quoi. Et la personne l'a vendu sans aucun scrupule. Écoutez, je ne saurais jamais à qui il appartenait, en tout cas il est paru le 18 avril 2019, donc effectivement c'est une lecture assez ancienne, je vais quand même vous lire le résumé. Au royaume de Firgard, les légendes sont interdites, elles sont dangereuses. Pourtant le sort d'Asha, princesse solitaire, leur semble étroitement lié. Asha est une tueuse de dragons, crainte par tout son peuple. Elle est Iskari. Une héroïne forte et farouche, très beau portrait de jeune fille avide de liberté. Entre Game of Thrones et le conte des Mille et Une Nuits, une grande saga romanesque, guerres épiques, suspense, intrigues politiques et religieuses, passion et même une pincée d'humour. Un monde où les histoires attirent les dragons comme les pierres précieuses attirent les hommes. Donc écoutez, ça m'intrigue. J'ai vu que c'était noté pour entre 13 et 18 ans. Bon, j'ai 23 ans. Effectivement, ça va être du jeunesse. À voir, de temps en temps, ça me dérange pas quand même. Je pense que ça doit se lire assez facilement. Mais vraiment, je me remets pas de ma découverte. J'ai l'impression d'avoir un objet illégal dans les mains, quoi.
Non, j'abuse, mais en tout cas, j'ai envie de le lire et l'histoire a l'air plutôt cool. Ensuite, j'ai envie de terminer une trilogie. Là, j'ai le tome 1 dans les mains, j'ai déjà lu le tome 2 également. C'est la saga Vampiria de Victor Dixon. Il me reste plus que la cour des ouragans à lire. Désolée pour la ring light. J'ai adoré les 2 premiers tomes. Alors là, on n'a aucun résumé de noter. C'est marqué à la cour des ténèbres, le moindre faux pas se paye au prix du sang. Donc voilà, on va suivre Jeanne. Donc en gros, on est dans un monde où le roi soleil n'est jamais mort. Où il a trouvé la possibilité de se faire transformer en vampire. Ce qui fait qu'il ne vit plus que la nuit et dort le jour. Mais il est toujours à la tête du royaume de France. Accompagné de sa cour de vampires. Et donc tous les mois, les roturiers sont obligés de payer une dot de sang. Donc on leur prélève à tous du sang pour pouvoir permettre de nourrir la noblesse française. Et on va commencer en suivant Jeanne qui fait donc partie des roturiers, qui est une jeune fille, non je pense qu'elle doit avoir à peu près 16 ans, je me rappelle plus exactement, qui va tout simplement voir toute sa famille mourir devant elle. C'est pas du spoil, c'est vraiment dit dans le premier chapitre. Donc elle va penser à une seule chose, ça va être de venger sa famille. Elle va prendre l'identité d'une petite noble de sa région et elle va réussir à entrer dans une école qui va en fait former la jeune noblesse. Et parmi ces personnes, il y en aura certaines qui seront choisie pour devenir la garde protégée du roi soleil. Donc vous l'avez compris, Jeanne, elle va faire tout ce qu'elle peut pour intégrer ce cercle très restreint et pouvoir enfin venger sa famille. J'adore l'histoire, j'adore le fait qu'encore une fois Victor Dixon, il ne ménage pas nos émotions. Il nous fait mourir pas mal de personnages quand même, sans aucune pitié. Et c'est hyper bien, j'ai adoré, c'est rare que j'aime des histoires qui se déroulent en France. C'est vrai que j'ai du mal avec ce style d'histoire où on n'est pas dans un univers totalement recréé. Mais là, ça s'est lu tout seul. J'ai adoré le tome 1, j'ai adoré le tome 2 et j'ai hâte d'avoir la finalité dans le tome 3. Et ensuite de pouvoir commencer sa prochaine trilogie qui se passe cette fois aux États-Unis. Je suis en train de chercher le nom, je crois qu'il était noté quelque part. Le tombeau des immortels, c'est le premier tome de Vampiria America du coup. Donc voilà, j'aimerais énormément terminer cette trilogie que j'aime beaucoup. Ça fait 1h30 que j'ai les fesses posées sur ma chaise, je commence à avoir vraiment mal aux jambes et on n'a pas encore terminé. Écoutez, pour cette prochaine lecture, comme j'ai adoré la plume de Victor Dixon, j'ai vraiment la saga qui l'a fait connaître, Phobos, le premier tome, dans ma bibliothèque depuis un petit moment et j'aimerais vraiment beaucoup essayer. En fait, j'avoue que le résumé, je sais pas trop quoi en penser, mais j'en ai tellement entendu parler, on m'a tellement vanté ses mérites. En plus, il y a pas longtemps, j'ai entendu du coup Cassandre Lambert qui nous l'a conseillé, donc ça m'a redonné une petite envie de la lire. C'est, si je me trompe pas, de la dystopie cette fois. Je sais absolument plus de quoi ça parle, je crois que c'est une télé-réalité dans l'espace en gros. 6 filles, 6 garçons, 6 minutes pour se rencontrer, l'éternité pour s'aimer. Ils sont les 12 astronautes du programme Genesis, l'émission de speed dating la plus folle de l'histoire, destinée à créer la première colonie humaine sur Mars. Ah oui, c'est ça. Léonore est l'une d'entre eux, elle a signé pour la gloire, elle a signé pour l'amour, elle a signé pour un aller sans retour. Même si le rêve vire au cauchemar, il est trop tard pour le regretter et apparemment, c'est vraiment une superbe saga. J'ai un problème, je sais jamais c'est quoi la différence entre dystopie et science-fiction. Science-fiction ça doit être ça, et dystopie c'est quand c'est fin du monde, c'est ça? Je suis pas sûre. Si vous pouvez m'aiguiller là-dessus, parce que je confonds tout le temps. En tout cas, c'est vraiment ce qui a fait connaître Victor Dixon. Moi j'adore sa plume et j'ai adoré l'histoire donc de Vampiria. Même si je l'ai pas encore terminée, hein. Donc j'ai bien envie d'entamer sa toute première saga pour voir si elle me plaît autant que la deuxième que je suis en train de lire. Ensuite, un livre de mythologie grecque qui me donne tellement envie depuis un long moment, qui est dans ma bibliothèque pareil depuis un long moment, c'est le livre Lore d'Alexandra Bracken. On nous parle de mythologie grecque et vraiment, le résumé a l'air génial. Je sais pas pourquoi, je ne l'ai toujours pas lu. En plus, je crois que c'est un one-shot. Ce qui fait que ça me fera pas entamer une saga immense. Je vais quand même vérifier mes dires avant de vous l'assurer. Non, c'est ça, il n'y a pas de suite de saga, je crois, donc ça doit être un one-shot. Pareil, je vais vous lire le résumé. Parce qu'ils ont défié Zeus, les dieux de l'Olympe doivent se soumettre à l'Agon. Tous les 7 ans, pendant 7 jours, ils descendent sur Terre et perdent leur immortalité. Les descendants des lignées de héros peuvent alors les tuer, s'approprier leur pouvoir et devenir des dieux à leur tour jusqu'au prochain Agon. Agon, je ne sais pas comment ça se prononce. New York de nos jours, Laure, dernière survivante des Perséides après que son clan a été anéanti par une famille rivale, essaye d'oublier ces événements traumatiques. Mais un soir, elle trouve sur le pas de sa porte une femme ensanglantée qui prétend s'appeler Athéna. La chasse aux dieux est ouverte, mais ça a l'air trop génial. En fait, on va suivre vraiment les dieux grecs dans
New York. Bon, j'avoue que ça, je vous ai dit que des fois j'avais du mal. Mais là, le fait qu'ils perdent leur pouvoir, qu'il y a vraiment... Ils ont une possibilité de mourir en fait et il y a d'autres personnes qui peuvent récupérer leur pouvoir, ça promet d'être trop intéressant. Ça fait un petit moment pareil qui traîne dans ma bibliothèque et je sais pas pourquoi, j'ai toujours pas passé le cap. En plus, on est sur Médusa en couverture, j'aime beaucoup. Non mais là si je vous dis que ma carte mémoire est pleine, je suis obligée d'aller la vider avant de continuer à filmer tellement je parle dans cette vidéo. L'exportation a vraiment pris une plombe, il faut vraiment que j'investisse dans de nouvelles cartes SD. Alors il me reste combien de livres à vous présenter du coup? Je ne sais plus. Il m'en reste 4, on s'approche de la fin. J'essaye de faire vite parce que vraiment la vidéo va être hyper longue. J'ai envie de lire un petit peu de dark romance. J'ai adoré, il est derrière juste ici, Hooked, qui a été écrit par Emily McIntyre, je pense que ça se prononce comme ça. Et j'aimerais bien du coup continuer cette trilogie avec Scared. Donc en gros Hooked c'est encore une fois une réinterprétation des personnages de Disney, un petit peu comme les contes interdits, version dark romance. Et là on suivait donc le capitaine Crochet en gros avec Wendy. Et dans le tome 2 donc Scared, on va suivre Scar. Et je me rappelle plus réellement du résumé, je vais vous le lire, il est super long. Elle ne lui appartient pas, elle appartient à la couronne. Le prince Tristan Fassa n'est pas destiné à accéder au trône. C'est son frère Michael qui en est l'héritier. Ce même frère responsable de son enfance tourmentée et de la cicatrice qui barre son visage. Alors quand son père décède, Michael endosse son nouveau statut de roi et Tristan réfléchit à la meilleure façon de le lui voler. À la tête d'une rébellion secrète, il compte bien ne reculer devant rien pour mettre fin au règne de son frère. Néanmoins, lorsque la nouvelle fiancée de Michael, Lady Sarah Batrow, entre en scène, Tristan se retrouve au milieu d'une guerre d'un nouveau genre. Une guerre qui impose une question essentielle. Qu'y a-t-il de plus important, la couronne ou la femme qui s'apprête à la porter? Sarah, elle, n'a qu'un seul plan, épouser le roi et éradiquer la lignée des Fassa, au péril de sa vie s'il le faut. C'était sans compter sa rencontre avec le prince Balafré. Il est redoutable, il est le fruit défendu et accessoirement l'un des hommes qu'on lui a demandé de tuer. Mais la frontière entre la haine et la passion n'a jamais semblé aussi mince, et à mesure que les secrets sont révélés, Sarah ne sait plus à qui elle peut faire confiance, déchirée entre sa vengeance et le méchant qu'elle n'était pas censée aimer. J'aime beaucoup parce qu'on est donc sur une dark romance, alors attention, c'est vraiment pour un public averti. Là j'ai pas la liste des trigger warnings pour celui-là, mais c'est toujours du langage très cru, il peut y avoir des choses vraiment très dérangeantes, très gore, etc. Et là ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on a de la dark romance, mais dans un royaume avec un roi, avec du complot politique du coup pour obtenir la couronne, etc. Donc je pense que ce mélange des deux peut être plutôt sympa. Ça me fait toujours rire à quel point on accepte tous plein de choses dans la dark romance qu'on n'accepterait jamais dans la vraie vie, mais c'est vrai que parfois dans les livres c'est assez sympa à lire. J'aime bien de temps en temps, après c'est pas non plus mon style de prédilection, mais c'est vrai que j'avais apprécié Hooked, donc j'aimerais bien continuer cette saga Never After du coup avec le tome 2 qui est Scared, pourquoi pas. J'ai mis une deuxième dark romance dont on a énormément entendu parler cette année, c'est L'ombre d'Adeline, donc en anglais c'est Haunting Adeline si je me trompe pas, et pareil ça a l'air vraiment plutôt sympa. Enfin, je sais pas si je peux décrire une dark romance comme ça, encore une fois, public très très averti. On a du langage cru, on a des scènes très explicites. Je pense que ces deux livres ne dérogent pas à la règle, hein, n'est-ce pas? Alors pour les résumer, on a le point de vue de la manipulatrice. Je sais manipuler les émotions, je vous ferai pleurer, souffrir, rire et soupirer. Mais mes mots n'ont aucun impact sur lui. Surtout lorsque je le supplie de partir, il est toujours là à m'observer et à attendre. Et je suis incapable de le quitter des yeux, je n'ai qu'une envie, qu'il se rapproche. Et le point de vue de l'ombre, je n'avais pas l'intention de tomber amoureux, mais maintenant que c'est arrivé, je ne peux plus revenir en arrière. Je suis envoûtée par son sourire, par ses yeux, par la façon dont elle se meut et se déshabille. Je continuerai de la contempler et d'attendre jusqu'à la faire mienne, et alors je ne la laisserai plus jamais s'échapper, même quand elle me suppliera de la libérer. Donc c'est vraiment des lectures assez particulières, hein. Il faut aimer le style. Personnellement, j'aime bien, de temps en temps, comme je viens de vous le dire, mais c'est vraiment une lecture dont il faudra jamais prendre exemple, c'est toujours très problématique quand on le met dans la vie réelle. Pourtant, en livre, ça passe toujours bien, j'aime bien le fait que souvent dans les dark romances, l'homme il est tellement prêt à tout pour la femme qu'il aime, et j'avoue que j'aime bien ce style-là quand même. Mais il faut avoir les tripes accrochées en général, et vraiment 18 ans et plus, je pense. Mais voilà, j'en ai lu que 2, je crois, dans ma vie. Hooked et L'Infiltré, qui a pas fait tant de bruit que ça, mais que j'ai bien aimé, entre un policier et une prostituée. C'était assez sympa.
Et enfin, il me reste 2 livres à vous présenter. Le premier, alors je vais me faire les muscles pour vous le montrer parce que mais je suis pas prête pour cette lecture. Hein. Il fait presque 1000 pages. C'est Crescent City, mais qu'est-ce qui me donne envie? C'est le tome 1, Maison de la Terre et de Sang, de Sarah J. Maas. Et je vous ai dit que je voulais attendre de finir ACOTAR. Enfin, du coup, j'ai lu le tome 5, mais en fait, je me suis rendu compte qu'il y allait avoir un tome 6, étant donné qu'on a encore pas mal de petites questions en suspens. Et j'ai vu qu'il était encore en cours d'écriture. Sarah J. Maas l'a toujours pas fini, donc il va falloir attendre un petit moment avant de l'avoir, je suppose. Et apparemment, il y a une sorte de crossover entre ACOTAR et Crescent City, donc c'est pour ça que je voulais d'abord terminer ACOTAR. Pour être sûre de ne rien me spoiler, je sais pas du tout à quel point ça va être relié. Est-ce que c'est juste à propos d'une ville? Est-ce que ça va être à propos de certains personnages ou quoi? Mais apparemment, il y a un certain moment où ça se rejoint. Après, je crois que c'est dans le tome 2, pas du tout dans le tome 1, donc en soi, j'aurais peut-être pu le lire avant. Mais bon, pareil, je vais vous lire le résumé. On est sur une fantasy romantasy, bien sûr. Liée par le sang, tentée par le désir, déchaînée par le destin. Bryce, une jeune femme mi-femme mi-humaine, a une vie parfaite. Elle travaille la journée chez une marchande d'antiquités qui vend des artefacts magiques et fait la fête toute la nuit avec ses amis en savourant chaque plaisir qu'offre Lunation, plus connue sous le nom de Crescent City. Mais un jour, un terrible meurtre va venir ébranler les fondations de la ville, de même que le monde de Bryce. Brice, je ne sais pas comment on prononce son nom. 2 ans plus tard, son travail ressemble à une impasse et elle se plonge dans l'oubli en écumant les clubs les plus fameux. Mais lorsque le meurtrier frappe de nouveau, Bryce se retrouve entraîné dans l'enquête et doit faire équipe avec Hunt, un mystérieux ange déchu dont le passé noir hante chacun de ses pas. Ce dernier est l'assassin personnel des archanges et il doit protéger la jeune femme, même s'il lui porte peu d'intérêt. À la recherche de la vérité, Bryce et Hunt vont apprendre à se connaître et vont explorer les bas-fonds de la ville jusqu'aux niveaux les plus sombres de l'enfer, avec un A, où des choses qui dorment depuis des millénaires se réveillent. Donc voilà pour ce pavé. Sarah J. Maas, j'aime beaucoup sa plume, j'ai énormément aimé ACOTAR, donc je pense que je vais quand même accrocher. Même si c'est de l'urban fantasy, c'est pas dans une ville qu'on connaît, c'est pas dans notre monde à nous, donc je pense pas que ça va trop me déranger, même si on est quand même sur un système de clubs, de magasins, de vente d'antiquités, etc. Dans ACOTAR, ça m'a pas du tout dérangé. Donc ici, je pense que ça me dérangera pas non plus. Et il me donne vraiment envie, mais il me fait en même temps très peur parce que waouh, il est vraiment très lourd. Je pense que pour ce genre de livre, j'aimerais bien avoir une Kindle parce que clairement, le lire, ça doit peser son poids, hein. Mais il me tente quand même bien, donc je ferai l'effort. Et enfin, le dernier, on est encore une fois sur un livre que j'ai trouvé d'occasion, qui n'est pas du tout récent, hein. Mais qu'est-ce qui m'a donné envie? C'est De sang et de rage de Tomi Adeyemi. On est sur de la fantaisie africaine. Donc pareil, je vais vous lire le résumé parce que ça fait un moment que je l'ai pas relu. Ils ont tué ma mère, ils ont pris notre magie, ils ont voulu nous éliminer. À présent, dressons-nous. Autrefois, la terre d'Orisha était baignée de magie, mais une nuit tout a basculé. Le roi l'a fait disparaître et a asservi le peuple des magies. Zélie Adebola n'était alors qu'une enfant. Aujourd'hui, elle a le moyen de ramener la magie et de rendre la liberté à son peuple. Face à elle, le prince héritier du trône est prêt à tout pour l'en empêcher. Dans une Afrique imaginaire où rôdent les léopardaires blancs et où les esprits ont soif de vengeance, Zélie s'élance dans une quête périlleuse. Alors je pense qu'on est sur quelque chose d'assez jeunesse, je suis pas certaine, et je sais pas si on est sur de la romantasy ou de la fantasy. Je vais vérifier un petit peu ça quand même. Non, on est vraiment sur de la fantasy et on est sur du young adulte. Mais je sais pas, avec la Cité de laiton, je me suis testée à de la fantasy orientale. Avec The Poppy War, là j'ai envie de tester un peu de fantasy asiatique. Et là du coup celui-là il me tente trop avec un petit peu de fantasy africaine. J'ai envie de diversifier un peu mes lectures. Même si on reste dans le thème de la fantasy, mais avec des cultures différentes et des peuples différents, etc. Peut-être des manières de vivre différentes. Je trouve ça trop intéressant. Du coup là, on m'a dit fantasy africaine. Et ça m'a vraiment donné envie. Par contre, j'avoue que ça fait pareil 2 ans qu'il doit traîner dans ma bibliothèque. Et je me rappelle plus du tout de quoi ça parlait avant de vérifier là les livres qui me donneraient envie. Et ça m'a re-hypé à fond en lisant le résumé. Donc franchement, j'ai hâte de découvrir cette lecture. Elle est plus du tout récente, elle a été publiée en 2018, donc ça va faire 6 ans, 7 ans même maintenant vu qu'on est en 2025. On n'est plus en 2024, ça y est. Mais franchement, personnellement, je pars du principe que oui, il y a toutes les lectures actuelles qui donnent envie parce qu'on entend plein de revues, mais il y a tellement de livres qui ont été publiés au fil des années que c'est pas parce que c'est ancien que c'est moins bien, que c'est pas parce que c'est pas à la mode que c'est moins bien. Donc je me dis pourquoi pas essayer de découvrir ça et pourquoi pas vous le faire découvrir à vous aussi si jamais vous n'en avez jamais entendu parler. Alors attention, je l'ai pas encore lu, donc est-ce que ça va me plaire ou pas, je ne sais pas. Mais sur le papier, ça me donne vraiment envie. Et c'était le dernier livre de ces 25 livres que je veux lire en 2025. N'hésitez pas du coup à me dire en commentaire
s'il y a certains livres que vous avez lus, que vous avez vraiment adoré et que vous me conseillez parmi tous ceux que je vous ai montrés, ou s'il y en a certains qui vous ont donné envie autant qu'à moi et que vous allez les ajouter peut-être dans votre liste de lecture de 2025. En tout cas, c'était encore une fois un plaisir de tourner cette vidéo, je suis trop contente d'être sur cette chaîne et j'espère que vous aimez autant regarder mes vidéos que j'aime les créer. Vous pouvez également vous abonner si ce n'est pas encore fait et mettre un petit like pour me soutenir, ça m'aide énormément, donc merci à ceux qui le feront. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo, là je vais vous laisser tranquille parce que j'ai bien trop parlé. Je vais aller boire 3 litres d'eau parce que j'ai la gorge sèche. Et sur ce, gros bisous.